On dit souvent que les objets n'ont pas de mémoire, qu'ils ne sont que du bois, du verre, du métal, sans rien d'autre que ce qu'on projette dessus. C'est rassurant, parce que si les objets se souvenaient vraiment de nous, ils sauraient qui nous étions avant de les toucher. Ils sauraient ce qu'on vient chercher, ce qu'on vient fuir, ce qu'on est prêt à laisser derrière. Éteignez la lumière. Imaginez une rue où vous n'êtes jamais passé, une boutique qui n'est ouverte que pour vous, et quelque part sur une petite chaise, une marionnette qui attend depuis longtemps qu'on lui trouve un corps. Ce soir, plus qu'un pantin, c'est une place qu'on vient acheter, une place dans le monde ou ailleurs. Bienvenue dans le noir. Il y a des gens dont on ne retient que la fonction. Julien, au bureau, c'était le comptable, pas Julien tout court. Quand on avait besoin de lui, on n'appelait pas son prénom, on appelait sa compétence. « Tu peux voir ça avec le comptable ? Demande au comptable s'il peut vérifier. » Il avait une voix douce, qui portait mal. On l'interrompait souvent sans faire exprès. On oubliait de le saluer en partant le soir. Pas par méchanceté, non. Juste parce qu'il était facile à oublier. 40 ans presque, vivant seul dans un studio trop bien rangé pour quelqu'un qui y vit vraiment. Pas de grande rupture tragique, pas de scandale familial, pas de secret honteux. Juste des années qui se ressemblent, des semaines qui passent sans qu'on ait l'impression d'y avoir laissé une trace. Le genre d'existence où, si vous disparaissiez du jour au lendemain, on mettrait plusieurs jours à s'en rendre compte. Ce mercredi-là, on l'avait encore appelé en fin de journée. « Julien, désolé, on a besoin d'un dernier truc pour l'audit de demain. Tu peux rester un peu plus tard ?» Il avait acquiescé, parce que c'est ce que font les gens qu'on oublie. Ils disent oui pour rester, même quand ça ne marche jamais. Il sortit du bureau de nuit, avec ce sentiment de flottement typique des heures supplémentaires. Les autres rentrent chez eux, et lui traverse une ville qui n'est déjà plus là pour lui. La pluie avait commencé, fine, glacée, précise. Il se réfugia dans le premier bus arrivé, sans vraiment vérifier le numéro. Il valida son ticket, se laissa glisser au fond, côté fenêtre, comme d'habitude. La vitre était froide contre son front. Les lumières de la ville coulaient en lignes floues. Julien ne pensait à rien, juste ce vide confortable dans lequel il se réfugiait quand il n'y avait rien à faire d'autre que tenir jusqu'au lendemain. C'est pour ça qu'il ne vit pas l'arrêt défiler, ni le suivant. Il réalisa que quelque chose clochait en apercevant au loin un pont qu'il ne connaissait pas. Des bâtiments, plus bas, et des enseignes qu'il n'avait jamais vues. Il appuya sur le bouton en catastrophe, descendit à la station suivante. Le bus referma ses portes dans un souffle et disparut, le laissant seul sous un lampadaire malade. Le quartier n'était pas vraiment hostile, juste décalé. Des boutiques fermées, des vitrines où le mot « alloué » jaunissait, des pavés disjoints. On entendait le bruit de la ville au loin, mais ici, tout semblait en léger retard. Julien fouilla sa poche par réflexe. Téléphone noir, batterie morte. Il soupira, un soupir sec, sans colère. Il avait l'habitude de ce genre de détails. Il se dit qu'il allait marcher jusqu'à retrouver quelque chose de familier. Un boulevard, un arrêt, un nom de rue connu. Il s'engagea dans la première ruelle sur la droite, simplement parce qu'elle était éclairée. Les façades se resserraient, oppressantes. Une cordonnerie aux rideaux tirés, un restaurant fermé depuis longtemps, des fenêtres barricadées. Et puis, au milieu de ces façades qui tentaient de disparaître, il la vit. Une vitrine étroite, poussiéreuse, derrière laquelle on devinait un chaos délicat. Lampes, horloges, bibelots, jouets, cadres, choses indéfinissables, empilées les unes sur les autres. Une lumière jaune, douce, filtrée à travers ce fatras. Sur la vitre, des lettres peintes à la main, un peu écaillées. Le cabinet des reliques, objet de seconde main, souvenir obstiné.
Julien s'arrêta, trempé. Sans savoir pourquoi, il se sentit ciblé. Ce n'était pas vraiment de la curiosité, plutôt la sensation qu'on venait d'ouvrir une parenthèse autour de lui. Il posa la main sur la poignée. La porte céda avec un léger grincement. Une clochette tinta. Le son avait quelque chose d'étrangement long, comme si quelqu'un la faisait vibrer du bout des doigts, juste un peu trop. L'odeur fut la première chose qui l'engloutit. Un mélange de bois anciens, de papier humide, de métal froid, avec un fond plus difficile à définir, quelque chose de chaud, presque sucré, qui rappelait les coulisses d'un théâtre ou une vieille malle qu'on n'aurait jamais ouverte. À l'intérieur, la boutique semblait plus grande que ce que la vitrine laissait croire. Des étagères montaient jusqu'au plafond, chargées d'objets serrés les uns contre les autres. Une lampe à pétrole côtoyait un téléphone à cadran. Des poupées sans yeux surveillaient des piles de livres sans titre. Un globe terrestre fendu reposait à côté d'un bocal où flottait un trousseau de clés. C'était un mausolée de choses, mais rien n'avait l'air vraiment mort. « Bonsoir ». La voix venait de derrière le comptoir. L'homme qui s'y tenait portait un costume noir impeccable, une chemise très claire, une cravate un peu démodée. 50 ans, peut-être moins. Ses traits étaient lisses, paisibles. Ses yeux, eux, ne l'étaient pas. Clairs, pâles, rectilignes. Le genre de regard qui ne cherche pas à deviner qui vous êtes, parce qu'il le sait déjà. Julien eut l'impression de l'avoir déjà vu sans pouvoir mettre le doigt dessus. « Je peux vous aider ?» demanda le vendeur. Julien se racla la gorge. « Non, j'ai pris le mauvais bus, je regarde. » Le vendeur esquissa un sourire. « Personne ne regarde en se trompant de bus, » répondit-il doucement. Il se pencha légèrement sur le comptoir. « Mais vous avez l'air de quelqu'un qui ne s'attendait plus à ce qu'on l'attende quelque part. Vous pouvez vous promener. Ici, ce sont les choses qui viennent vers vous. » Julien hocha la tête, plus pour se donner une contenance que par conviction. Il s'avança entre les étagères. Sur la première, la maquette d'un sloop était posée de travers. Dessus, des petites figurines y étaient disposées, comme si des créatures féeriques avaient pris possession du navire. Un peu plus loin, sur une tablette, un vieux clavier d'ordinateur et un écran plat poussiéreux formaient un autel bancal. L'écran était allumé, très faiblement, branché sur rien de visible. Une boîte mail figée occupait tout l'espace, avec une unique ligne en gras dans la liste des objets. « Te souviens-tu de moi ?» Le reste du texte était illisible, brouillé comme une image mal téléchargée. Une petite icône rouge indiquait un message non lu, qui ne disparaîtrait manifestement jamais. Juste à côté, sous une cloche en verre, trônait une boule à neige. À l'intérieur, ce n'était pas un chalet ni un sapin, mais une cité minuscule entièrement faite d'os. Colonnes de vertèbres, arches de côte, escaliers d'omoplate. Quand on secouait la boule, ce n'était pas de la neige qui tombait, mais une poudre grisâtre, trop lourde, qui s'accrochait au crâne comme un brouillard de poussière. Sur le socle, on avait gravé au couteau un mot presque effacé, Ossuaria. Plus bas, sur une étagère, une mairie miniature en résine jaunie occupait la place d'honneur. Bâtiment banal, façade carrée, drapeau peint. Sauf que toutes les fenêtres avaient été délicatement peintes en noir, jusqu'à la dernière. Sur le fronton, on lisait encore mairie, mais juste en dessous, quelqu'un avait ajouté au marqueur étage infini. Devant la maquette, un vieux tampon encreur reposait sur un buvard. L'empreinte sur le caoutchouc disait dossier transféré. La tache d'encre étalée avait la forme d'un couloir qui n'en finissait pas. Julien sentit une crispation lui remonter la nuque sans savoir pourquoi. Sur le rayonnage voisin, une rangée de cassettes audio était alignée comme des petits cercueils de plastique. La plupart n'avaient plus d'étiquette. Une seule portée, d'une écriture régulière, Patient 7, Lampate. La bande magnétique dépassait un peu, tirée, comme si quelqu'un avait voulu l'arracher. À côté, un magnétophone à touche carrée et raflée était resté sur pause. La touche lecture semblait avoir été enfoncée trop souvent.
Le pictogramme avait presque disparu. Plus haut, un livre pour enfants occupait un pan de rayon à lui seul. La couverture montrait autrefois des animaux souriants autour d'un feu de camp. On les voyait encore, mais leurs yeux avaient été grattés au stylo, laissant des trous blancs. Le titre imprimé d'origine était barré, remplacé à la main par « Une fable qui tourne mal ». Le livre était gonflé, comme s'il avait pris l'humidité ou retenu quelque chose. Une page dépassée, cornée, maculée de taches sombres qui évoquaient plus des morsures que de l'encre. Un peu plus loin, dans un cadre finement travaillé, un arbre généalogique était accroché au mur. Des noms s'y succédaient, serrés sur des branches trop fines. Certains avaient été soigneusement barrés au stylo rouge, d'autres entourés, d'autres recouvertes de Tipex. À la base de l'arbre, un nom était presque illisible, noyé sous une tache rouge brunâtre. Sous le cadre, une petite plaque en laiton portait un seul mot : héritage. Julien accéléra légèrement le pas. Sur la tablette suivante, une grande pochette Kraft gonflée par des feuilles était coincée entre deux dictionnaires. En lettres capitales, au marqueur noir, on avait écrit « Origine, dossier complet ». La pochette était fermée sur un élastique fatigué. Au travers du papier, on devinait en transparence la forme d'une échographie pliée et ce qui ressemblait à un vieux bracelet d'hôpital. Un fin trait de stylo avait été ajouté sur le côté, relié à un point, un simple point d'interrogation. Julien eut la sensation que l'air se faisait plus dense autour de lui. Il continua d'avancer. Plus il s'enfonçait, plus le silence semblait épais. Même son pas, même sa respiration lui paraissaient déplacées, comme s'il traversait un couloir de souvenirs qui ne lui appartenait pas. Et puis, ça arriva. Ce n'était pas un bruit, ni une lumière. Pluscule, au creux de la poitrine, comme si on ouvrait une fenêtre à l'intérieur de lui. Son regard glissa vers le fond du magasin. Là, sur une petite chaise d'enfant, devant un miroir piqueté de taches sombres, quelqu'un était assis. Julien crut d'abord à un enfant oublié là. La silhouette était à taille humaine. Humaine miniature. Puis, il vit le bois. C'était une marionnette de ventriloque. Grande, presque trop, avec les proportions d'un enfant de 6 ou 7 ans. Elle portait un vieux costume sombre, veste et pantalon, une chemise claire fermée jusqu'au cou, un nœud papillon à peine tordu. Le visage était taillé dans un bois clair qui avait dû être lisse un jour. De petites traces d'ongles, d'usure, de vernis partis lui donnaient une patine étrange, entre jouets de luxe et objets trop manipulés. La bouche était séparée par une fine ligne nette, prête à s'ouvrir. Le menton était modelé pour accepter la mécanique. Mais c'étaient les yeux qui retenaient tout. 2 billes de verre de couleur verte. Pas un vert vif, un vert profond, foncé, avec une nuance presque brune autour de la pupille, comme certaines au calme où l'on réfléchit trop. Il ne bougeait pas, mais Julien eut cette sensation absurde et très précise. Il venait de se fixer sur lui. Son cœur fit un petit sursaut idiot. Jolie pièce, n'est-ce pas ? La voix du vendeur était à sa droite. Il n'avait pas entendu ses pas. Une marionnette de ventriloquie ? Répéta Julien, comme si le dire à haute voix pouvait normaliser ce qu'il ressentait. Oui, confirma l'homme, une vraie, pas ce qu'on vend pour amuser les enfants. Julien ne savait pas quoi répondre. Il resta là, raide, à fixer la marionnette comme si elle allait cligner des yeux. Elle vous regarde, n'est-ce pas ? Demanda le vendeur, amusé. Julien sentit la honte lui monter aux joues. C'est idiot, murmura-t-il. Je sais bien que c'est du verre. Oh, bien sûr, acquiesça l'homme. Ça n'empêche pas. Il marqua un temps. Vous faites du spectacle ? Julien eut un rire presque agressif. Moi ? Non, je fais de la comptabilité. Intéressant, répondit le vendeur avec un sérieux désarmant. Les comptables ont souvent beaucoup de choses à l'intérieur, mais très peu à l'extérieur. C'est une bonne configuration. Une bonne configuration ? Oui, pour laisser passer une autre voie. Julien déglutit. Il aurait pu partir là. Il aurait même dû. À la place, il demanda : « Elle est à vendre ?
Le vendeur le regarda comme si c'était la question la plus normale du monde. « Tout est à vendre ici, dit-il, mais tout n'est pas pour tout le monde. » Il s'approcha de la chaise, tapota légèrement le crâne de la marionnette. Le bois rendit un son plein, pas creux, comme si l'intérieur n'était pas entièrement vide. « Celle-ci est difficile, précisa-t-il. Elle requiert beaucoup d'espace. » Son regard revint sur Julien. « Vous avez l'air, pardonnez-moi, très disponible. » Julien ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. Il ne savait pas où il avait mis sa fierté ces dernières années. Il n'était pas sûr d'en avoir encore. « Je ne sais même pas m'en servir, » dit-il. « Cela s'apprend, » rassura le vendeur. Il n'y avait ni urgence ni pression dans sa voix. « La question n'est pas « savez-vous » c'est « avez-vous de la place pour ça ?» Julien regarda la marionnette. La marionnette semblait le regarder. Pour la première fois depuis longtemps, il eut une sensation qu'il n'arrivait pas à nommer. Ce n'était pas de la joie ni de la peur, plutôt une sorte de oui silencieux, comme si quelque chose en lui reconnaissait enfin ce qu'il attendait. « Combien » demanda-t-il. Le vendeur annonça un prix ridiculement bas, presque indécent pour une pièce pareille. « Ce n'est pas assez, » protesta Julien. « Je ne vends pas du bois, » répondit calmement l'homme. « Je vends des places, et de ce côté-là, disons que j'ai plus de demandes que d'offres. » Julien sortit son portefeuille et paya. Lorsqu'il tendit les billets, il eut vraiment l'impression de signer quelque chose qui n'était pas un reçu. Le vendeur l'enveloppa dans un vieux drap propre, noua soigneusement les extrémités. « Un dernier conseil, » dit-il au moment où Julien posait la main sur la poignée de la porte. « Oui, ne la faites pas parler tous les soirs. » Le regard clair s'accrocha au sien. « Quand on fait trop de place à une voix, elle finit par prendre le bail. » Julien esquissa un sourire maladroit. « Ce n'est qu'une marionnette. » « Bien sûr, » répondit le vendeur. Il avait dit ça comme on dit à quelqu'un « bien sûr que tout va bien », en sachant que ce n'est pas vrai. La clochette sonna quand Julien sortit. Dehors, la rue semblait plus sombre. La pluie avait cessé, mais le sol restait brillant. Chez lui, le silence l'attendait. Julien posa le paquet sur la table, alluma la lumière du plafond. Le néon cligna 2 fois avant de se stabiliser. Il défit le drap. La marionnette apparut, assise sur le bois, les jambes pendantes, la tête légèrement inclinée, comme si elle s'était déjà installée. Elle était plus grande que ce qu'il avait cru dans la boutique, plus présente. Julien recula sa chaise pour mieux la voir. Le studio avait l'air différent avec elle en plein milieu, comme s'il lui avait manqué quelque chose avant et qu'il venait de le remarquer. « Bon, » dit-il pour lui-même, « on va vraiment faire ça alors. » Sa voix lui sembla ridiculement faible face au mutisme du pantin. Il attrapa son téléphone, le brancha. Une fois un peu de batterie récupérée, il chercha « débuter ventriloquie » dans la barre de recherche. Des vidéos apparurent, des visages souriants, prêts à expliquer l'art de faire parler un objet. Le contraste entre ces vignettes colorées et le regard de la marionnette le frappa. « On commence par les bases, » murmura-t-il. Il s'assit sur une chaise, posa le pantin sur ses genoux. Ses mains trouvèrent les commandes, la tige derrière la tête, les leviers à l'intérieur du dos. Il leva un bras, tourna la tête, ouvrit la bouche. Le bruit sec de l'articulation résonna dans la pièce. Il répéta les instructions de la vidéo. Ne pas trop bouger les lèvres, placer la langue, changer le timbre. Les premières tentatives furent catastrophiques. On voyait tout, ses lèvres, sa gorge, ses épaules. « Bonsoir, » articula-t-il, la bouche pleine de tension. « Je m'appelle... » Il s'arrêta, soupira, se massa les joues. « Ridicule, » dit-il. La marionnette le fixait, évidemment. « Tu vois ?» continua-t-il plus pour rompre le silence que pour autre chose. « C'est là que t'es censé dire un truc drôle. Sinon,
Ça marche pas. Rien. Il éclata d'un petit rire sans humour, se leva, fit quelques pas vers l'évier, se servit un verre d'eau. Quand il revint, la marionnette était exactement dans la même position. Tu ne vas pas m'aider, hein? Il reprit place, la posa à nouveau sur ses genoux. Je vais devoir tout faire tout seul. Il relança une vidéo, recommença. Pendant une bonne demi-heure, il enchaîna les bonjours, les comment tu t'appelles, les ça va. Chaque fois, sa voix restait coincée dans sa gorge, lourde, collée à ses propres traits. À un moment, il coupa le son de la vidéo, laissa les images tourner, juste pour ne pas être totalement seul avec le bruit sec de la mâchoire en bois. Il regarda son reflet dans la vitre de la fenêtre. Lui, sur une chaise, un pantin sur les genoux, à parler sans réponse. Il eut une pensée nette. Si quelqu'un me voyait là tout de suite, il aurait pitié. C'est pathétique, lâcha-t-il à haute voix. Et puis, sans vraiment y réfléchir, il essaya autre chose. Il prit une inspiration plus profonde, ferma les yeux une fraction de seconde, et imagina qu'il remontait. Pas dans sa tête, mais dans celle de la marionnette. C'était idiot, mais il le fit sérieusement. Il imagina qu'il se déplaçait, quittant la lourdeur de ses épaules, la raideur de sa nuque, pour aller se percher juste derrière les yeux de verre, comme s'il s'asseyait dans un petit observatoire avec la ville devant lui. Il rouvrit les yeux. La pièce paraissait très légèrement différente, comme si elle avait pivoté d'un degré. Sa voix sortit. « On a connu plus pathétique, » dit quelqu'un. Le temps se figea. La phrase n'était pas forte, pas théâtrale, juste ajustée. Julien sentit les poils de ses bras se hérisser. Il savait que c'était sa gorge qui avait vibré, sa langue, ses cordes vocales. Mais il avait cette sensation très claire que la phrase ne venait pas de son côté à lui. Il avait parlé depuis ailleurs. Depuis le bois. « Qu'est-ce que... » murmura-t-il. Il regarda la marionnette. Elle le regardait. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. « Tu vois ?» reprit la même voix, un peu plus nette. « Tu t'assois, tu t'installes, et ça finit par venir. » Julien cligna des yeux, bougea les lèvres. « C'est moi qui... » Sa voix à lui, normale, sortit plus grave, un peu rauque. « Qui parle, oui ?» compléta l'autre voix, plus claire, plus ironique. « Félicitations, tu viens de découvrir que tu pouvais être à 2 endroits en même temps. » Il resta immobile, le cœur écrasant sa poitrine. « Comment... Ok. Comment je t'appelle ?» demanda-t-il sans savoir à qui il s'adressait vraiment. Le prénom vint, fluide, sans qu'il ait l'impression de le chercher. « Tu peux m'appeler Gaspard, » répondit la petite voix. Julien eut un rire nerveux, presque un sanglot. « Et moi ?»« Toi ?» fit la voix amusée. Un léger mouvement de la tête de la marionnette accompagna les mots, presque imperceptibles. « Ça tourne pas rond dans ta tête, mon pote. » Julien resta longtemps là, un pantin sur les genoux. 2 voix dans la gorge, à écouter sa propre respiration comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Le studio ne faisait plus le même bruit. Avant, c'était un silence épais, lourd, qui s'installa aussitôt la porte refermée. Maintenant, il y avait autre chose dessous, comme un bourdonnement discret, un courant d'air qui passait entre les meubles. « On recommence, » dit-il enfin. Et il ne savait plus s'il s'adressait à lui-même ou à Gaspard. La marionnette le regardait, du moins, il en avait la certitude. Il se réinstalla correctement sur la chaise, plaça le pantin sur ses genoux, cala ses doigts dans les mécanismes usés. Il prit une longue inspiration, ferma les yeux une fraction de seconde. Il se laissa glisser, quitter ses épaules, sa nuque, ses dents serrées, remonter, s'installer derrière les yeux de verre, juste là, dans ce petit espace artificiel, comme on se glisse dans une loge étroite avant de monter sur scène. Quand il parla, la voix sortit naturellement, comme si elle connaissait déjà le chemin. « Bonsoir, » lança Gaspard. « On dirait que tu as enfin trouvé l'interrupteur. » Julien sentit quelque chose s'allumer en lui. Une ligne de chaleur le long de la colonne vertébrale. « Je ne sais pas comment je fais, » avoua-t-il avec sa propre voix. « Peu importe, »
répondit Gaspard. Tu vois bien que tu sais. Ils passèrent le reste de la nuit à essayer. Pas des blagues sophistiquées, pas un numéro, juste des phrases, des questions, des commentaires que la marionnette lançait sur le studio, les meubles, la vie de Julien. Tu habites ici depuis combien de temps? 7 ans, je crois. Et t'as toujours ce canapé? Oui. Fascinant. Tu n'as pas changé de canapé, mais tu veux bien changer de voix. À chaque réplique, Julien sentait ses schémas habituels se fissurer. Il avait passé sa vie à avaler des réponses neutres, à arrondir les angles, à dire oui bien sûr, même quand tout en lui aurait voulu dire non, pas comme ça. Gaspard, lui, ne faisait pas ça. Il disait ce qu'il voyait, ce qu'il pensait, sans hésiter. Il n'avait pas besoin de plaire. Il n'avait même pas besoin d'exister ailleurs que dans ce petit théâtre de bois. Et pourtant, c'était lui qu'on entendait. Les jours suivants, la routine se transforma. Le matin, Julien allait au boulot. Le badge, le bonjour vaguement distrait, l'ordinateur. Rien n'avait changé en apparence. Mais il sentait la différence. Avant, la journée était une longue ligne grise. Désormais, il y avait un avant et un après. Avant, la journée du comptable, les dossiers, les tableaux. Après, la clé qui tourne dans la serrure, la lumière du studio, le moment où il ouvrait le placard et sortait Gaspard. Parfois, il prononçait son prénom dans le vide, juste pour voir ce que cela lui faisait. Gaspard. Ce n'était pas un prénom d'objet, c'était le prénom de quelqu'un. Il s'étonna d'ailleurs de commencer à penser en on. Ce soir, on travaillera ça. On devrait essayer autre chose. On pourrait tenter autre chose que des blagues sur le bureau. Un soir, Gaspard l'arrêta. Tu sais ce que tu fais, là? Quoi? Tu fabriques un nous, répondit la marionnette. C'est comme un costume, mais pour deux. Julien eut un sourire fatigué. C'est mal? C'est dangereux, corrigea Gaspard. Mais c'est mieux que ce que tu avais avant. L'idée de tester tout ça sur quelqu'un d'autre que son miroir finit par arriver. Ce n'était pas Gaspard, pour une fois, qui la formula. Ce fut Julien. Il était au bureau, à l'heure du déjeuner. Il mangeait un sandwich devant son écran, comme presque tous les jours. Dans un onglet de son téléphone, une courte vidéo d'un ventriloque connu tournait sans le son. À un moment, sans réfléchir, il ouvrit l'appareil photo, posa le téléphone contre une pile de dossiers et se filma. Juste lui, dans son studio la veille, avec Gaspard. Il improvisa un mini-dialogue. « Salut !» lança Gaspard. « Salut !» répondit Julien. « Tu fais quoi dans la vie ?»« Je fais des bilans. »« Ah, il refait les comptes des autres !» expliqua la marionnette en se tournant vers un public absent. « Tous les soirs, il corrige la vie des gens sur Excel, et la sienne, il la laisse en brouillon. » Une fois la vidéo enregistrée, il la regarda, sidéré. On voyait ses épaules un peu voûtées, ses cernes, son air de type qui ne croit pas vraiment à ce qu'il fait. Mais on voyait surtout Gaspard. Le pantin occupait l'image, son regard semblait absorber la lumière, ses mouvements étaient fluides, vivants. On n'avait pas l'impression de voir un homme avec une marionnette. On avait l'impression de voir un réel duo. Julien hésita 10 bonnes minutes, puis il posta la vidéo, presque par défi envers lui-même. Le soir même, il y avait des notifications. « Ok, un peu cringe, mais c'est cool. »« Eh, on voit pas tes lèvres bouger, sérieux ?»« Ta marionnette, elle a plus de présence que la moitié des gens que je connais. » Julien relut ses messages plusieurs fois. Ce n'était pas lui qu'on complimentait vraiment, c'était eux. Pour la première fois, il se sentit relié à quelque chose de plus grand que sa chaise. Quelques jours plus tard, un message privé arriva. « On organise des scènes ouvertes dans un petit café-théâtre. Si tu veux tester ton numéro en vrai... » Julien resta longtemps devant l'écran, le pouce immobile sur le verre. « On y va, » dit Gaspard. La marionnette était à sa place habituelle, sur la chaise de la cuisine. Julien n'avait pas parlé à haute voix, et pourtant, la réponse était là, nette. « Je crois que je suis pas fait pour ça, » répondit-il. « Tu n'es pas fait pour la vie que tu as non plus, » constata Gaspard. « Et pourtant tu t'obstines. » Julien se prit la tête entre les mains. « Je vais paniquer. »
Normal. Je vais me ridiculiser. Probable. La marionnette marqua une pause. Mais pour une fois, tu te ridiculiseras dans quelque chose qui te ressemble. Ces mots-là, il ne les avait jamais entendus de la bouche de personne. Le soir de la scène ouverte, il eut l'impression de se déplacer dans un rêve mal cadré. Le café-théâtre sentait la bière, le vieux bois et le tabac froid incrustés dans les murs, malgré l'interdiction depuis des années. Des guirlandes de lumière fatiguées traçaient des arches au-dessus des têtes. Julien, avec sa veste sombre et son sac de sport, se sentait déplacé, comme un figurant qui aurait pris la place d'un acteur. Dans les coulisses, un petit couloir étroit, des affiches collées de travers, des noms griffonnés sur un tableau. Les autres artistes discutaient, riaient trop fort pour masquer leur trac. Le patron du lieu, barbe fournie, lunettes rondes, lui serra la main. « Julien, c'est ça? Tu passes en 3e, 5 minutes. Tu fais ce que tu veux. Si les gens aiment, tu reviens. Si les gens n'aiment pas, tu reviendras peut-être aussi, mais en client. » Il rit, mais ses yeux le détaillaient avec attention. « Elle est là-dedans ?» demanda-t-il en désignant le sac de sport. « Oui, » répondit Julien. « Et c'est lui qui parle ou toi ?»« Les deux, » tenta Julien. Le patron eut un sourire qui n'était pas moqueur. « Tant que quelqu'un parle, ça me va. » Quand on appela son nom, Julien sentit ses jambes devenir légères. Pas lourdes, légères, comme si on lui enlevait du poids. Il prit Gaspard, le sortit du sac, monta sur scène. La salle était plongée dans une semi-obscurité. Un projecteur lui chauffait le visage, dessinant un cercle de lumière autour du tabouret. Julien s'assit, posa Gaspard sur ses genoux. Le brouhaha retomba doucement. Quelques chuchotements, des vers qui tintent. Il sentit le trac, comme d'habitude. Une boule sèche dans la gorge, des mains moites, se vident dans la tête. Et puis, il fit ce qu'il savait faire maintenant. Il se laissa tomber, pas sur le sol, en dedans. Il abandonna son corps à sa position, les mains posées, le dos un peu voûté, le visage tourné vers le public. Il remonta à l'intérieur, glissa le long de sa propre colonne vertébrale, s'extirpa de son crâne pour aller se percher là, derrière les yeux de Gaspard. D'un coup, tout changea. La lumière n'était plus un cercle aveuglant, c'était un halo précis, découpé. Il voyait les silhouettes dans la salle, les épaules, les mains, les regards. Les sons étaient nets. Les rires étouffés au fond, le frottement d'une chaise, le cliquetis d'un verre. Tout était plus vivant, plus haut, comme si la vie venait de monter de 2 crans de luminosité. La voix sortit. « Bonsoir, » dit Gaspard. « Lui, c'est Julien. Il est impressionné parce que ce soir, il voit plus de gens que ces 6 derniers mois réunis. » Rire, pas énorme mais réel. Julien sentit la vague. Elle ne frappait pas son torse. Elle montait par les jambes de bois, remontait dans la tête de la marionnette, explosait derrière les yeux de verre. C'était là que ça vibrait. Il était au bon endroit. Le sketch n'était pas parfait. Il trébucha sur quelques phrases. Certains silences durèrent un peu trop longtemps. Mais quand la marionnette se moqua de sa vie en mode démonstration, quand elle expliqua au public qu'il passait 8 heures à corriger la vie des autres et 0 minute à corriger la sienne, la salle réagit comme si quelqu'un venait de mettre des mots sur quelque chose qu'il connaissait trop bien. Julien se sentit s'élever. Ce n'était pas seulement le trac, ni la chaleur des projecteurs. C'était physique presque. Il avait l'impression d'avoir quitté le siège pour flotter un peu au-dessus de lui-même, relié au pantin par un câble invisible. Son corps en bas bougeait, respirait, articulait. Lui, en haut, dans Gaspard, guidait, ajustait, recevait. Les applaudissements à la fin furent plus forts qu'il ne l'aurait cru. Pendant quelques secondes, Julien eut un vertige. La sensation très nette que toute sa vie jusque-là avait été en noir et blanc, et que quelqu'un venait d'appuyer pour la première fois sur le bouton couleur. Il comprit ce que c'était, pour lui, se sentir vivant. Pas quand il rentrait le soir, pas quand il faisait ses courses, pas quand il passait dans les couloirs de son entreprise. Là, sur ce tabouret, avec Gaspard sur les genoux, à parler à des inconnus qui riaient de quelque chose qu'il ne savait pas lui-même comment reformuler autrement. C'est là qu'elle existait. En redescendant de scène, le patron l'attrapa par l'épaule. « Tu reviens, dit-il.
ce n'était pas une question. Julien essuya la sueur sur son front. C'était... ça allait? Un peu que ça allait. T'as pas entendu les applaudissements? Ils vont en vouloir, c'est sûr. Sur le chemin du retour, dans le bus, il s'assit comme d'habitude. Mais rien n'était comme d'habitude. La ville défilait derrière la vitre, floue. Il voyait les lumières, les ombres, les passants, comme s'il était un peu plus haut que d'habitude. Gaspard reposait sur le siège à côté, sanglé à la va-vite. « On était bien là-haut, non ?» dit la marionnette. Julien sourit. Il ne chercha même pas à savoir s'il bougeait les lèvres ou pas. « Oui, » dit-il. « Tu as senti ?» insista Gaspard. « Comment tout devient plus net, plus intense. Et en bas, dans ta carcasse, tu te souviens encore de ce que ça fait ?» Julien réfléchit. Il se souvenait de la peur avant de monter, de la sueur dans son cou, du poids du sac. Mais au moment où il était entré dans la peau de Gaspard, le reste s'était flouté. Comme si son propre corps était devenu un accessoire de scène, un pied de micro, un tabouret. « Je ne sais pas, » admit-il. « Oh, ce n'est pas grave, » répondit la marionnette. Sa voix se fit presque tendre. « On va continuer. Tu verras. On s'y habitue très vite. » Julien regarda la ville défiler. Pour la première fois, il n'eut pas l'impression de rentrer d'une journée. Il eut l'impression de rentrer d'un endroit plus haut, plus lumineux, d'où il venait de redescendre. Et il sut, sans pouvoir expliquer pourquoi, qu'il ferait tout pour remonter. Encore et encore. Il y a des moments où l'on a l'impression de décoller de soi-même. Une scène, un micro, une marionnette sur les genoux. Et soudain, tout ce qui était gris, terne, silencieux, se met à briller. On se sent plus grand, plus net, plus vrai. On plane un peu au-dessus de son propre corps. On le laisse gérer la sueur, le trac, les gestes maladroits, pendant qu'on se tient ailleurs, dans un rôle, une voix, un personnage. Julien venait de découvrir ça, que sa vraie place n'était peut-être pas dans sa peau, mais dans le regard de verre d'un pantin. Que sa vie à lui commençait seulement quand il montait dans cette petite tête en bois. C'est grisant l'ascension, c'est même addictif. On oublie juste une chose. Quand on s'élève trop loin de soi, il faut bien laisser quelque chose en bas. Et ce qu'on laisse, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Ce n'était que le début de la montée pour Julien et Gaspard. Ils allaient continuer à grimper, soir après soir, rire après rire, scène après scène. Et plus ils s'élèveraient, plus ils découvriraient que certains sommets ne mènent pas à l'air libre, mais au plafond d'une cage. Nous verrons ça une autre nuit. En attendant, si vous sentez que vous n'existez vraiment que dans un rôle, une voix, un masque, demandez-vous, quand vous vous sentez vous élever, qu'est-ce que vous êtes en train de quitter exactement ? À bientôt, dans le noir.